Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Au sommaire de cette édition, Djibouti et le Yémen renforcent leur coopération avec la signature d'un mémorandum d'accord dans les domaines des communications et des technologies de l'information. Et puis au Mali, malgré le blocus imposé par les groupes djihadistes, les écoles et les stations-service rouvrent progressivement, marquant un pas vers le retour à la normale. Le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, M. Radouane Abdoulaye Bahdon, a reçu hier dans ses bureaux une délégation yéménite conduite par le ministre du Plan et de la Coopération internationale, également ministre intérimaire des télécommunications et des technologies de l'information de la République du Yémen, Dr Wahed Abdallah Bazeid. Dès l'ouverture de la rencontre, le ministre djiboutien a souhaité la bienvenue à son homologue, saluant cette visite fraternelle qui illustre la profondeur des liens historiques entre Djibouti et le Yémen, ainsi que leur volonté commune de renforcer une coopération déjà solide. Les échanges ont porté sur l'état des relations bilatérales, plus particulièrement dans les domaines de la communication et des technologies de l'information, secteurs dans lesquels les deux pays ambitionnent de consolider leur partenariat. Au cours de l'entretien, le ministre djiboutien de la Communication, Radouane Abdoulaye Bahdon, a présenté à son invité les avancées majeures réalisées par Djibouti ces 2 dernières décennies dans les secteurs relevant de son département. De son côté, le ministre yéménite a exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservé. La rencontre s'est conclue par la signature d'un mémorandum d'accord pour la coopération technique et technologique dans le domaine des communications entre Djibouti et le Yémen. Était présent à cette occasion le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, Abdallah Ben Mouslam Al-Soukatri, le directeur du département du monde arabe au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Ali Wali, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti au Yémen, M. Mohamed Ali Issa, et le directeur de la communication, Ibrahim Mir Ali. Et il est à noter que la délégation yéménite a également été, on le rappelle, reçue hier par le président de la République. Une autre actualité nationale à présent, dans le domaine de l'éducation, le Centre de formation de l'éducation nationale a abrité ce matin un important atelier de travail dans le cadre de la mission d'appui au dispositif national des évaluations du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Placé sous la supervision du secrétaire exécutif, Salah Alouane, et en présence de la directrice du centre, cette rencontre a réuni l'ensemble des directeurs généraux et inspecteurs généraux du ministère, témoignant ainsi de l'importance stratégique accordée au renforcement du système national d'évaluation. L'objectif général de cette mission est de concevoir un plan d'action structuré et cohérent visant à renforcer les directions nationales d'évaluation afin qu'elles puissent jouer pleinement le rôle de relais opérationnel du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confemen. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des engagements pris dans la convention signée avec l'Agence française de développement, l'AFD, en vue d'améliorer la qualité et la pertinence des évaluations éducatives. Et justement, notre équipe présente sur place a recueilli quelques réactions des participants. En voici un extrait, dont celle du chef du projet. Nous avons vu que c'est bien de réaliser les évaluations pour en tout cas avoir la mesure des performances des élèves au niveau du système éducatif, mais en même temps il faut aussi exploiter les résultats de ces évaluations. Et nous aussi on s'est dit qu'au niveau de la Confemen, il faut aussi appuyer les pays pour qu'ils puissent eux-mêmes réaliser leurs évaluations nationales, et pourquoi, en tout cas aux côtés des évaluations internationales. Donc c'est pourquoi là, en tout cas, depuis la 51e ministérielle qui a eu lieu en 2004, en tout cas la Confemen
veut appuyer, a pour ambition vraiment d'appuyer les pays à la mise en place de dispositifs nationaux d'évaluation des apprentissages. Et ces dispositifs auront en charge à la fois de réaliser, de conduire les évaluations nationales et internationales au niveau du pays, mais de voir comment utiliser les résultats de ces évaluations-là pour impacter qualitativement leur système éducatif. Donc nous avons dans ce cadre-là réalisé des diagnostics au niveau d'un certain nombre de pays. Et ces diagnostics-là ont relevé que dans certains pays, nous avons un dispositif national d'évaluation et dans d'autres pays, il n'y a pas de dispositif national d'évaluation. Donc nous avons, en tout cas avec un consortium d'experts, on a élaboré des stratégies selon les cas pour mettre en place un dispositif ou bien pour renforcer ce qui existe. Donc c'est cette stratégie-là, avec les actions que nous sommes venus valider avec les différents pays. Depuis près de 10 ans, la société Al Hamdani s'impose comme un acteur incontournable du développement urbain de Djibouti avec des projets ambitieux qui redessinent le paysage immobilier national. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. Depuis sa création en 2016, la société Hamdani s'est rapidement imposée comme un pilier dans le paysage de développement immobilier. Animée par la mission d'offrir des cadres de vie modernes et de qualité, sa vision est de transformer durablement le paysage urbain en créant des pôles résidentiels structurants et accessibles. Ce reportage se propose de mettre en lumière le chemin parcouru et les projets emblématiques qui témoignent de cette ambition. Démarré en 2016, le projet Rawabi PK12 fut le premier jalon du succès de la société Hamdani. Composé de 168 villas et appartements, il a rapidement créé un quartier moderne et résidentiel très prisé. Sa bonne accessibilité, du fait d'être situé au PK12, en fait un lieu stratégique. Aujourd'hui, avec la phase 3 en cours et 80 villas supplémentaires en construction, Rawabi PK12 confirme sa contribution à la création d'un nouveau pôle urbain. L'engagement de la société à rendre le logement moderne accessible se concrétise avec New City PK13. Ce projet ambitieux prévoit 119 villas dont la phase 1 est déjà à moitié finalisée et livrée, le reste étant en cours de finition. L'objectif est atteint. Proposer un cadre de vie moderne et accessible. New City PK13 s'affirme comme une nouvelle centralité urbaine dynamique au PK13. Future City PK15 est le projet majeur de la société, incarnant pleinement sa vision à long terme. Avec 250 villas prévues, il est conçu comme une véritable ville résidentielle durable. La phase 1 a été lancée et l'extension est actuellement en cours, préparant le terrain pour un développement qui s'inscrit dans la durée. L'action de la société Hamdani dépasse la simple construction de bâtiments. Elle est un véritable moteur de développement socio-économique. Bien que le décompte exact soit en constante évolution avec les phases en cours, le nombre total de logements déjà construits et livrés a permis à des centaines de familles d'améliorer significativement leurs conditions de logement. De plus, les chantiers ont généré un nombre important d'emplois directs et indirects, stimulant ainsi l'économie locale. Globalement, les projets mis en œuvre par la société ont un impact structurant, contribuant massivement à la modernisation du secteur immobilier local en élevant les standards de qualité, d'urbanisme et d'accessibilité. Le regard de la société est résolument tourné vers l'avenir. Sa priorité immédiate est la finalisation des phases en cours. Rawabi PK12 phase 3, New City PK13 et l'extension de Future City PK15. Après 2025, la société a déjà de nouveaux projets envisagés, tous guidés par l'objectif de renforcer la qualité, la durabilité et l'innovation dans ses constructions. La société compte poursuivre sur cette lancée en continuant à explorer des solutions avant-gardistes pour des villes plus vertes, plus intelligentes et toujours plus agréables à vivre. أهلا وسهلا فيكم في مدينة نيو سيتي. Bienvenue à New City, l'un des projets les plus importants et les plus réussis à Djibouti. La première phase du projet comprend 110 villas pour un total de 220 villas dans l'ensemble du développement.
À ce jour, nous avons achevé plus de 110% des travaux de la première phase et les résidents ont déjà commencé à s'y installer. La ville comprend également 10 immeubles comportant 60 appartements résidentiels et 60 locaux commerciaux, ainsi qu'un terrain de jeu pour enfants et le premier parc de patinage de Djibouti. Nous poursuivons nos efforts afin d'offrir toujours le meilleur. Depuis 2016, le bilan est plus que positif. La société Hamdani a démontré sa capacité à transformer l'ambition en réalité. En s'appuyant sur une vision à long terme et la réalisation de projets structurants, elle est fière aujourd'hui d'être devenue un acteur majeur du développement urbain. Et selon ses responsables, la société continuera à bâtir non seulement des maisons, mais les fondations d'un avenir urbain meilleur pour tous. Retour sur un moment solennel ce matin. Djibouti a commémoré l'armistice du 11 novembre en hommage aux anciens combattants. La place de la Malmaison a accueilli ce matin la cérémonie militaire organisée par l'ambassade de France à Djibouti et les forces françaises stationnées à Djibouti à l'occasion de la commémoration de l'armistice de 1918. Présidé par le général de division aérienne Sébastien Valette, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, et en présence de l'ambassadeur de France à Djibouti, la cérémonie a réuni des militaires djiboutiens et français, des représentants des autorités locales, ainsi que des membres de la communauté djiboutienne. Un hommage particulier a été rendu à l'adjudant-chef Hussein Kari Ilmi, dernier vétéran du bataillon de tirailleurs somalis disparu le 6 février dernier, donc il a perdu la vie. Né en 1924, il s'était engagé en février 1944 et avait débarqué en France l'année suivante. Il participa au combat de la Pointe de Grave et de Soulac du 15 au 21 avril 1945, puis aux opérations de réduction de la poche de La Rochelle. De retour à Djibouti, il fut affecté au groupe nomade autonome et termina sa carrière en 1969 avec le grade d'adjudant-chef. Dans son allocution, vous l'entendrez, le général Valette a salué la mémoire des combattants et rappelé l'importance de préserver la mémoire collective, symbole du sacrifice et du courage de ceux qui ont servi la liberté. Cette cérémonie a également mis à l'honneur la jeunesse djiboutienne et française, représentée par les membres d'escadrille Air Jeunesse, du brevet d'initiation aéronautique et de la classe de défense. Leur présence a incarné la transmission des valeurs de mémoire, d'engagement et de solidarité entre les générations. Ces jeunes ont pu longuement échanger avec les anciens combattants présents, recueillant leurs témoignages et exprimant leur admiration pour leur bravoure et leur dévouement. Ces moments de partage et d'émotion ont rappelé que la mémoire se nourrit de la rencontre et de l'écoute. En marge de la cérémonie, une exposition dédiée au bataillon des tirailleurs somalis a été présentée à travers des photographies et des témoignages d'époque. Elle retrace le parcours exemplaire de ces soldats venus de la Corne de l'Afrique pour défendre la liberté. Nous proposons à présent d'écouter un extrait du général de division aérienne, Sébastien Valette, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, qui revient sur la portée symbolique de cette cérémonie. Je crois qu'il est important de collectivement se souvenir de ce qui a pu se passer par le passé, des morts, des blessés, de ceux qui ont donné leur vie et évidemment la présence de nos anciens combattants qui sont ici à mes côtés à gauche, qui sont toujours fidèles, toujours présents dans ces cérémonies commémoratives parce qu'eux savent, ils l'ont vécu dans leur chair, ce que représente le combat et la guerre. C'est évidemment aussi le cas, et je voudrais les mettre à l'honneur, et je vois avec plaisir qu'ils se sont alignés sans ordre. C'est évidemment ceux qui ont été décorés ce matin, mis à l'honneur pour les services qu'ils ont rendus sous l'uniforme. Je crois que c'est important d'avoir avec nous à la fois la mémoire qui est ici présente au travers de quelques panneaux et qui est vécue aussi par les archives nationales, dont je salue aussi la présence ici à Djibouti, puisque connaître son histoire est fondamental pour faire face à son avenir. Et puis évidemment, ce trait d'union, c'est la jeunesse. Et vous avez vu sur les rangs, alors je ne sais pas s'ils sont avec nous ce matin, mais on avait des tout jeunes
des escadrilles Air Jeunesse, un dispositif que l'Armée de l'air et de l'espace a mis en place pour faire ce trait d'union justement entre les jeunes des écoles et le monde combattant. Et en fait, c'est ça qui crée à la fin une nation pour que dans les moments difficiles, on soit capable de faire face et de comprendre la situation. Dans un tout autre registre, la solidarité médicale était à l'honneur ce week-end dans la région d'Arta. L'équipe médicale du centre médico-hospitalier d'Arta, en collaboration avec l'équipe médicale chinoise de l'hôpital Pelletier, a organisé une caravane médicale au profit des habitants de la ville d'Arta et de ses environs. Cette initiative a permis d'offrir des consultations spécialisées dans plusieurs disciplines, notamment en stomatologie, ophtalmologie, orthopédie, cardiologie ainsi qu'en médecine traditionnelle. La caravane a été accueillie chaleureusement par le médecin-chef de la région d'Arta en présence des autorités administratives et des leaders communautaires. La population venue en grand nombre a pu bénéficier des soins de qualité prodigués par l'équipe médicale chinoise. À l'issue de cette mission, les responsables régionaux ont exprimé leur profonde gratitude envers les médecins chinois pour cette initiative solidaire et humanitaire qui contribue au renforcement de la coopération sanitaire et à l'amélioration de l'accès aux soins pour les habitants de la région. Soirée japonaise à l'Institut français de Djibouti, un pont culturel entre Djibouti et le Japon. L'Institut français de Djibouti a accueilli hier une soirée entièrement dédiée à la culture japonaise, organisée par l'ambassade du Japon. L'événement, qui a débuté en fin d'après-midi, a offert au public djiboutien une véritable immersion dans la culture nippone à travers des ateliers interactifs, des démonstrations artistiques et des moments d'échange chaleureux. Conçue comme un espace de partage et de découverte, cette rencontre a permis aux visiteurs de se familiariser avec les traditions japonaises dans une ambiance à la fois conviviale et pédagogique. Plusieurs stands installés dans l'Institut ont permis de découvrir différentes facettes du Japon. Parmi eux, un atelier photo a particulièrement séduit le public. Les participants pouvaient revêtir des kimonos ou des hapis, vêtements traditionnels japonais, et immortaliser l'instant dans un décor inspiré du pays du soleil levant. Un peu plus loin, une table était dédiée au sorobon, l'art japonais du calcul au boulier. De jeunes djiboutiens y ont démontré leur adresse et leur rapidité sous le regard admiratif d'un professionnel japonais spécialement venu pour encadrer l'activité. Autre moment fort de la soirée, la librairie japonaise éphémère installée pour l'occasion. Les visiteurs y ont découvert une large sélection d'ouvrages de la calligraphie à l'origami, en passant par les mangas, les livres pour enfants et divers ouvrages culturels. Et par la suite, le café polyglotte japonais a réuni les passionnés de langue et de culture autour d'une tasse de thé, favorisant des échanges simples et spontanés entre locuteurs et apprenants. Et la soirée s'est clôturée sur une note poétique et musicale avec un concert de musique traditionnelle japonaise qui a captivé le public par sa douceur et son authenticité. Et nous poursuivons ce journal avec cet atelier de validation du plan d'action communautaire à Ali Sabié de Doudou Balali. Le siège du conseil régional d'Ali Sabié a accueilli un atelier de validation du plan d'action communautaire pour la ville d'Ali Sabié et la localité rurale de Doudou Balali. Cette rencontre a réuni le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benouita, le président du conseil régional, Chelmaki Hassan Lal, et le directeur général de l'agence djiboutienne pour le développement social, la DDS, Mahdi Mohamed Jama, ainsi que le représentant de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, François Fougère. La DDS a présenté une stratégie innovante consistant à consulter directement les citoyens afin qu'ils définissent les projets sociaux prioritaires à mettre en œuvre dans leur communauté. Pendant 4 jours, les représentants de la société civile d'Ali Sabié et de la localité de Doudou Balali ont participé à des consultations communautaires et à des sessions de renforcement des capacités des comités locaux. À la une également, au Mali, plusieurs écoles et stations-service ont rouvert après 2 semaines de paralysie causée par le blocus imposé à Bamako par les groupes djihadistes. Ce siège a provoqué
une grave pénurie de carburant, la destruction de plus d'une centaine de camions-citernes et l'enlèvement de plusieurs chauffeurs. Face à la situation, l'Union africaine appelle à une action internationale urgente contre l'extrémisme, tandis que plusieurs pays recommandent à leurs ressortissants de quitter le territoire. À Gaza, la ville fait face à une grave crise environnementale alors que les équipes d'assainissement ne peuvent plus accéder au site de traitement des déchets bloqués par l'armée israélienne. L'accumulation des ordures provoque la diffusion de gaz toxiques, la prolifération d'insectes et de fortes odeurs, aggravant les conditions de vie déjà précaires. Et toujours à Gaza, un autre drame humain, les familles palestiniennes peinent à identifier les corps de leurs proches restitués par Israël. Les familles palestiniennes vivent un véritable calvaire en tentant d'identifier les corps de leurs proches restitués par Israël, souvent méconnaissables à cause des violences subies dans les hôpitaux. Elles scrutent des images difficiles à déchiffrer, accompagnées de codes numériques pour retrouver un indice sur l'identité de leurs disparus. Ce rituel douloureux révèle l'ampleur des souffrances humaines laissées par la guerre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.